Salut à tous, la suite avec les Spurs, le Heat et le San Diego Surf. Et oui, dans ce commencer maintenant en 2024-2025, les Spurs avaient eu la joie d'être champions l'année précédente. On est à l'épisode 8. Il est un tout petit peu moins long que certains, celui-là. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Les Spurs ont reçu leur bague en début de saison comme prévu. Et on est évidemment sur 3 fronts, donc depuis qu'on a cette équipe d'expansion. On n'a pas pu ramener Seattle, c'était pas possible à cause des maillots, il y a un bug du jeu. J'ai pas réussi à le combattre, je suis sur PC. Et donc à l'épisode précédent, voilà, je vous avais montré l'été de chacune de ces équipes. On avait bien sûr insisté sur San Diego, mais je vous avais quand même montré ce que j'avais fait, ce qui s'était passé aux Spurs et au Miami Heat. On va donc s'occuper dans cet épisode de la préparation de 2024-2025 les deux équipes qu'on voit à l'écran, ainsi que le début de saison, et on parlera même aussi un petit peu du surf, bien sûr. Donc là, Marcus Aldridge, on est en train de tourner une page, en fait. Aldridge, c'est un petit peu le passé, il est encore là, mais il n'y en a plus pour longtemps du tout. Rudy Gay a aussi pris sa retraite, et puis voilà, les successeurs, il s'appelle Ramirez. Ramirez et son shoot à une main, vous allez voir, c'est rigolo. Regardez, quand il lâche, hop là, le mec shoot à une main, pourquoi pas. Il y a des cinématiques de shoot qui sont parfois mythiques sur NBA 2K, sur les rookies créés par le jeu. Et puis évidemment on a aperçu Kelvin Hayes, on en reparlera, qui est le rookie de l'année précédente, puisque on a la chance avec ces 3 équipes elles me plaisent de la manière dont elles sont construites. Tu vas me dire heureusement. Mais bon, il y a diverses prétentions pour les unes ou pour les autres. Je vais commencer par les Spurs. Les Spurs donc qui sont autour de ce qu'on aperçoit Keldon Johnson, Luka Samanic, Lonnie Walker qui était là au tout début de partie bien évidemment. Cam Reddish, c'est le seul avec Mo Bamba que je suis allé chercher via trade. Bon, on n'a pas fait beaucoup de trades, mais on en a fait un tout petit peu. Et puis évidemment on s'est basé sur Dejounte Murray, voilà aussi qui était présent. Donc je vous l'ai dit, Aldridge il est sur la fin, Patty Mills aussi, Rudy Gay il a pris sa retraite, Tyros est aussi en train d'arrêter le basket plus ou moins, et on a hérité de certains joueurs. Alors j'ai par exemple récupéré Josh Jackson l'année précédente, vous le savez sûrement. J'ai également recruté juste pour cette année, en tant que vétéran qui encadre et qui avait tellement envie de connaître les Spurs une fois dans sa carrière, dans sa longue carrière, Chris Paul. Et le petit Leonard Turner, celui-là c'est un pivot qu'on se garde au chaud. Il n'est pas aussi fort que Lee Bayless, qui se voit proposer en ce début de saison seulement 21 minutes, mais ça évoluera. Je ne compte pas le laisser bien longtemps sur le banc. Pour le moment je laisse démarrer Samanic, mais Bayless, s'il prouve suffisamment, il aura largement sa chance très très rapidement dans le 5. Je préfère commencer un petit peu doucement comme ça, peut-être en faire déjà un très très bon 6e homme. On verra l'impact qui peut être le sien. Il faut aussi que je m'habitue à jouer avec lui. On est sur ensuite des réglages qui sont assez habituels. Habituels, pas tant que ça. Je vais essayer de hausser le rythme. Je vais essayer d'augmenter le rythme en cette saison avec les Spurs. On va voir, cette équipe elle est jeune, elle est athlétique. Pour ça je remets tirer à volonté au niveau des options. Je veux voir un petit peu ce que ça donne sur un high tempo, comme ils disent. Donc on va voir ça. Alors on voit en face une équipe dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, les Pistons. Donc là on est 2024-2025. Ils ont un très très bon joueur, ce Haliburton. Il est très très bon, on peut l'avoir à la classe de draft 2020. Il est plus qu'intéressant, c'est un vrai joueur. Ils avaient eu le choix numéro 1 en 2023, ce fameux Dusty Swift. Puis il y a toujours Sekou Doumbouya qui, à 79, c'est pas immonde. Très bon défenseur, il est devenu en tout cas un très bon défenseur là dans la partie. Donc on voit qu'évidemment les Pistons, comme je vous l'avais dit, gérés entièrement par l'IA sur ce coup-là, ne se sont évidemment pas débarrassés de Drummond. Et ils ont aussi encore avec eux un Blake Griffin qui honnêtement reste hyper
performants. Donc c'est une équipe qui est délicate. On sait que Drummond, Griffin, c'est une raquette dans le jeu qui est un peu délicate à manier par moment, puisque Drummond a tendance à gober un maximum de rebonds, peut-être pas aussi l'oublier en défense, et Griffin il a des accès de chaleur qui sont un petit peu voilà, un peu perturbants par moment. Alors comme au début d'une partie les Pistons sont assez faibles sur les postes extérieurs, en tout cas par rapport à plein d'autres équipes, du coup c'est quand même aller à l'arrivée pas trop difficile à battre sur les débuts de partie des Pistons. Mais là comme ils se sont renforcés sur les postes extérieurs, ils ont quelques très très bons joueurs, très très bons jeunes joueurs athlétiques, mais pas que, du coup c'est vrai que c'est un vrai défi, de les affronter. Du coup c'est comme ça qu'on se retrouve quand même encore presque à égalité en fin de troisième quart. Ouais, ce joli panier de Dejounte Murray, mais il y a match, franchement il y a match. Ce petit McDaniel il est loin d'être mauvais. Vous voyez, Blake Griffin, quand je parlais d'accès de chaleur par moment, voilà, là ça m'éteint. Heureusement, on a aussi nous toute la force intérieure de Mo Bamba. Même s'ils ont une bonne raquette, on a aussi pas mal de percussions de ce côté-là. On garde une petite avance à l'orée des dernières secondes, on est en plein money time. Et le shoot qu'il fallait rentrer, il ne le rentre pas. Ce qui fait qu'après, l'histoire va se gérer sur la ligne des lancers. Donc, c'est pas qu'on a tremblé, mais on a quand même dû s'employer pour prendre cette équipe des Pistons. Voilà. Construction qui sera jamais la mienne, dans ce que je vous proposerai prochainement. À la limite, les postes extérieurs, ils sont beaux, comme je le disais. Mais à l'intérieur, on fera des choses totalement nouvelles et totalement différentes. Ok. Donc, mes petits Spurs qui sont en pleine régénérescence, puisque, il faut rappeler, Ramirez avait été drafté, je crois que c'était en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Et en tout cas, il avait été drafté il y a quelques années, on l'a fait un petit peu travailler, on l'a fait progresser. Et Kelvin Hayes avait été drafté l'année précédente, je crois numéro 2, ou quelque chose comme ça, numéro 2, numéro 3, ce qui était quand même déjà un super pick pour un super joueur, je pense. Et bon, moi je l'utilise encore en sortie de banc, là, pour sa deuxième année en NBA, mais nul doute qu'il pourrait bientôt aspirer à un poste de titulaire, mais ça demanderait quand même de réfléchir un petit peu à certaines choses. C'est pas évident non plus, puisque j'ai un 5 qui est relativement difficile, sur lequel il y a très peu de place à prendre, surtout maintenant. C'est assez dommage, il y avait un joli panier là de Keldon Johnson, mais après vérification officielle, le panier va être refusé. Voilà. Depuis qu'on a drafté à l'été 2024, on a eu la chance d'avoir le premier choix avec ce fameux Lee Bayless, qui est une espèce de, comme je le présentais dans mon épisode d'expansion précédent, là, c'est une espèce de Kevin Garnett 2.0. C'est vrai que on a comme ça vraiment des jeunes qui sont amenés à jouer un énorme rôle et qui sont un peu l'avenir de cette équipe, là où Dejounte Murray, Lonnie Walker, Cam Reddish, etc. peuvent plutôt représenter le présent, mais et puis aussi il y a un certain avenir. Mais voilà, Hayes, Bayless, Ramirez, c'est vraiment très probablement l'avenir de cette équipe, donc c'est intéressant. On a un petit passage de témoin. Allez, petit big up à Keon Johnson, que j'ai dans ma partie avec les Knicks, mais là-bas il doit encore beaucoup progresser, alors que là on voit qu'avec les Suns il a déjà atteint un très très bon niveau. Allez, attention à pas se faire voler des ballons bêtement, c'est pas flambant, je trouve pas qu'on pratique un jeu vraiment génial dans ce match-là. Regardez, Deyonta Davis, c'est intéressant. Ce joueur un petit peu drafté de manière anodine en 2016, deuxième tour, pas forcément contrat garanti sur ces dernières années, mec un peu en errance. Et là il a un petit rôle quand même de backup en 5 du côté de ses Suns, c'est plutôt sympa à voir. Parce que souvent, il y a un fail dans NBA 2K quand vous enchaînez les saisons comme je le fais dans cette partie. Le fail est le suivant, c'est que vous avez comme ça pléiade de joueurs pas si vieux que ça,
mais qui vont se retrouver à prendre leur retraite parce qu'ils sont, ils ont des saisons blanches en fait, ils sont pris par personne. Et c'est dommage, on voit disparaître ainsi comme ça des flopées de joueurs au fur et à mesure. Alors moi des fois j'essaie de les rappeler de leur retraite, mais c'est pas toujours évident. Et surtout s'ils n'ont pas de club, on peut pas les rappeler une deuxième fois. Donc à partir de là, il faut qu'ils aient un contrat. Et en ce sens-là, dans cette partie, le fait d'avoir une expansion va nous aider à conserver quelques joueurs comme ça dans la partie, éviter qu'ils ne disparaissent trop tôt, puisque avec 2 franchises en plus, ça veut dire qu'il y a environ 30 contrats de plus qui sont distribués, donc potentiellement 30 joueurs qui ne disparaissent pas. C'est toujours appréciable. Et voilà, on voit que cette fin de match, là encore, c'est un peu comme les Pistons juste avant. Fin de match serré, on peut pas dire qu'on survole, mais par contre, on prend les choses de façon assez solide. Et voilà, on arrache les rebonds importants. Cam Reddish est toujours celui, bon là on voit les BLS au lancer, il a une gestuelle assez rapide, voilà. Le timing de shoot, il faut s'y faire un petit peu. J'ai du mal là en ce début de saison à m'habituer à Lee Bayless et à, je dirais, à optimiser son talent, mais ça viendra. Ça viendra. On va pas. On est bien arrivé avec tous les autres. Je vois pas pourquoi avec celui-là ça viendrait pas. Ouais, il y a quelques petits doublons là. Par exemple, Fox qui a été recruté et Nico Mannion. C'est dommage. C'est dommage. Si tu as déjà Nico Mannion, ne va pas prendre De'Aaron Fox, va plutôt investir sur un poste 3. Il y a Devin Booker au passage qui est parti à Toronto, je donne l'info. Il est parti à Toronto là, à l'intersaison 2024. Pourquoi pas? On peut s'imaginer qu'un jour Devin Booker se lasse, pourquoi pas. Et là on va rencontrer une véritable équipe de mutants. Ouais, il y en a comme ça sur NBA 2K, équipe de mutants totale. Puisqu'on retrouve James Wiseman, qui avait été, je pense, drafté à l'époque déjà par les Hawks, et autour de Trae Young à 96, d'un Huerter qui a pas trop mal évolué du tout, d'un DeAndre Hunter plutôt pas mal, vous voyez que je cible Trae Young en défense, et d'un Collins aussi qui, honnêtement, fait très fort Collins, vraiment très bon. Et du coup, ça nous fait un 5 vraiment merveilleux du côté de Atlanta. Et je me demande un petit peu à quelle sauce on peut être mangé, ou si on peut avoir le dessus. On voit aussi qu'ils ont Thomas Bryant qui pose de jolis écrans en backup pivot. Voilà. Donc Ty Jerome aussi à la main, parce que Ty Jerome il est passé par les Spurs dans cette partie. Il a été pendant 2 ans chez nous avant qu'on choisisse d'autres options. Et voilà. Donc pas mal du tout. Regardez Collins ici, le joli bras roulé. Bref, ça joue pas mal. Et honnêtement, on a du mal à voir le score. C'est très difficile. Très difficile. On passe ici à -8 en milieu de troisième quart. Donc c'est vraiment délicat. On a vraiment du mal. Et heureusement là, on a un petit diable qui sort de sa boîte. Et oui, Mo Bamba a travaillé son shoot à 3 points avec le temps, puisque ça fait quand même pas mal de saisons qu'il est chez nous. Regardez, là c'est un jeune qui s'appelle Louis. Donc intéressant. Regardez mon petit Hayes là. Hop là. Et oui, mais c'est pas que défendre. Il est aussi capable de rentrer des shoots à 3 points. Il est aussi capable de relancer rapidement, de prendre des rebonds. Bref, c'est un joueur pour le moins intéressant. Allez, il va falloir créer un petit quelque chose. On va appeler un système pour Keldon Johnson. On est sur ce début de 4e quart-temps qui peut être considéré comme un temps faible. Mais en fait ça va, j'ai vraiment une jolie équipe à ce moment-là. On n'a pas beaucoup de temps faible en fait avec ces Spurs. C'est ça toute la force. Une équipe sur laquelle on a évidemment développé pendant 4-5 ans. Là je trouve que c'est la... on va être clair, c'est la 6e saison, tout simplement. 6e saison dans la partie avec ces Spurs. On a donc eu bien le temps de modeler l'équipe comme on l'entend. Regardez, il y a Lee Bayless qui se réveille en ce 4e quart-temps. Voilà, il nous fait passer devant. Et c'est assez prodigieux parce que on a été à la ramasse pendant tout le match. Donc pendant 3 quarts-temps, on a été à la ramasse.
Et là, un petit peu comme cerise sur le gâteau, c'est Reddish qui vient sanctionner pour le panier, la gagne. Le reste sera de l'amusement, histoire de claquer un petit dunk avec Lonnie Walker. Et on s'est détaché comme ça, incroyablement, en quatrième quart. Les Hawks sont craqués, en fait. Ils sont craqués complètement sur le quatrième quart-temps. Et ça avait été notamment impulsé par notre 5, entre guillemets, mineur. Voilà, celui qui démarre le quatrième quart, mais qui, comme je vous le disais, est loin d'être un 5 mineur. Trae Young a été embêté, mais pas n'empêche, il n'a pas été embêté tant que ça. Wiseman 10 contre, il s'est régalé, et il y a eu un très très bon banc du côté des Spurs. Vous voyez, scoring assez bien réparti, Samanic dans les tâches obscures, il a laissé le scoring à d'autres, et on affronte une autre équipe dont je vous avais déjà parlé dans cette partie, mais qui s'est vachement bien renforcée ici. On voit Jason Tatum et Josh Okogie qui sont venus occuper les postes 2 et 3 de ces T-Blazers autour de Damian Lillard, on n'est pas surpris, mais aussi des deux mutants, Todd et Mitchell, qui sont deux très bons intérieurs, honnêtement. Ils sont jeunes, ils ont été donc draftés par les Blazers. Voilà, ici on voit Mitchell à l'œuvre en début de match. On va voir tout de suite Todd, également le poste 4, qui peut aussi jouer poste 5, il est très très grand. Ils ont comme ça une très très jolie équipe, ces T-Blazers. Alors peut-être le seul truc qu'on pourrait signaler, c'est qu'ils n'ont entre guillemets que Vincent Poirier en backup poste 5, mais Poirier est bon, hein. Il n'est pas si loin que ça des 80 d'overall, hein. Donc honnêtement c'est pas mal. Petit pick and roll avec Bayless, hein, je vous avais dit, on va s'habituer, et on va je vais prendre la mesure de ce joueur pour l'exploiter pleinement. Là c'est Samanic qui artille de loin pour un premier écart dans ce match, un premier écart en notre faveur. J'ai envoyé Reddish en mission sur Jason Tatum pour voir ce qu'il peut faire. Jason Tatum à 95, hein. C'est très très violent, hein. C'est un peu la signature de l'intersaison. C'est Jason Tatum du côté de Portland, hein, qui a quitté les Celtics. Et pourquoi pas. On peut imaginer que les Celtics s'en mordent les doigts virtuellement. En tout cas, le petit alley-oop avec dunk à une main de Hayes. Décidément, Ramirez et Hayes, ils aiment bien faire les choses à une main. C'est assez rigolo quand même, pour tout dire, de voir la gestuelle de certains régènes comme ça, c'est assez amusant. Et ici on a comme ça Lonnie Walker pour ce qu'on croit être une promenade de santé. Vous allez voir que ça va pas être le cas du tout. Ici c'est Anunoby qui avait échoué. Ils ont aussi ce Cross qui a un geste aussi assez prodigieux au lancer franc. Mais attention, les Blazers reviennent. J'ai été un peu négligent en fait en cette partie de match. Je me la suis un peu joué, j'ai eu un peu le teston, hein, pour être franc. Comme on dit, hein, par chez moi, c'est à la grosse tête. Genre je mène de 15 points, je me relâche et je perds quelques ballons, etc. Regardez le résultat. Le résultat il est là, ça revient à 1 point. Heureusement il y a Bayless qui, premier vrai joli match de Bayless. Derrière il y a Mo Bamba qui impose sa présence, mais ça on en a plus ou moins l'habitude. Encore une fois, une très jolie contestation, et juste avant un très joli contre de Mo Bamba. Ça y est, on s'est remis à jouer en cette fin de match, mais c'est peut-être un petit peu tard parce que Portland, ils sont pris confiance et nous on rate des shoots ouverts. Vous avez vu Reddish juste avant, ici c'était Lonnie Walker qui rate, et honnêtement c'est pas super bien parti, surtout regardez le contre ici de Mitchell sur Mo Bamba. Waouh, c'est délicat, hein. Il reste plus que 2 secondes pour prendre un shoot très rapide. Malheureusement Lillard est sorti d'un écran pour contester. Temps mort pour les Blazers. Lillard dans ses œuvres, normalement il a Murray sur le dos, il arrive le bougre. Lillard fait passer Portland 1 point devant. Du coup je me dis ok, tu laisses ce que l'IA propose. Souvent elle propose un truc intelligent à ce moment là, et c'est le cas ici. Le Dej Murray qui sort de sa boîte pour venir comme ça nous faire passer à plus 2. Derrière il n'y a plus qu'à défendre. Attention, hein, le shoot qui avait été laissé à Lillard est quand même dangereux quand on connaît le bonhomme, mais voilà, on s'en sort. Grand bonhomme du match, Murray.
Et mine de rien, déjà une jolie perte de Bayless. On a été très maladroit à 3 points, à 27%, c'est assez scandaleux. Et heureusement qu'on a quelques points comme ça en contre-attaque, après de bonnes défenses, parce que sinon on aurait été bien en difficulté. Vous voyez, Lillard quand même, il a été bien limité, hein. Il y a juste ces 2 paniers en fin de match dans le Dame Time, hein, mais à part ça, il a été bien pris. Faut pas non plus paniquer. Voilà, ici on revoit le dunk à une main de l'ami Hayes. Et vous voyez donc Tatum pas vilain, Lillard quand même contenu, les intérieurs ont fait leur job. Bon, c'est pas mal tout ça. La suite, je l'ai simcasté pour être précis, pour aller jusqu'au 22 novembre, où j'arrêterai la partie, la vidéo en tout cas, ne présente que des choses qui vont jusqu'au 22 novembre, parce qu'après on va parler du hit juste après. Et donc voilà, Spurs qui avait perdu un match dans la foulée de nos 4 victoires inaugurales. Voilà, dans la foulée on rencontre une équipe des Mavericks qui est très bonne, hein. Très bon Mavericks dans la partie. Ils nous mettent quand même 147 points. Pour dire que les Spurs sont une des 2 meilleures défenses de la NBA à ce stade-là de la partie. 147 points, c'est pas anodin, mais en même temps, à un jour ou l'autre, je vous montrerai les Mavs. On comprendra aisément pourquoi, puisqu'il y a Doncic, Porzingis, ils ont pris R.J. Hampton, puisqu'ils ont laissé partir Théo Malédon. Et il y a comme ça aussi quelques autres talents autour. Honnêtement, c'est une super équipe, les Dallas Mavericks dans la partie. D'ailleurs, ils nous avaient donné un petit peu de fil à retordre en finale de conf, n'est-ce pas, l'année qui avait précédé. Donc voilà, on continue à simcaster. Peut-être c'est les Clippers qui sont en demi-teinte. Ils sont moins bons que ce qu'ils l'ont été à un certain moment. Voir ce que fait Kawhi à l'été qui suivra, puisqu'il sera free agent, à moins qu'il re-signe évidemment. Des fois, l'IA arrive à re-signer ses superstars pendant la saison, on verra. On verra très bien si ça se fait ou si ça se fait pas. Voilà, on avait pas encore rencontré les Warriors, je crois. Et ben voilà, c'est chose faite. Les Warriors combat de très voilà, si on les avait battus une fois, et là c'est beaucoup plus serré. Nuggets, on va parler des Nuggets dans pas longtemps, du tout, avec le Miami Heat. Nuggets qu'on arrive à maîtriser, et on termine la simu par les Hornets qui ont un bilan un petit peu mauvais, mais qui sont pourtant une équipe qui promet beaucoup dans cette partie. En tout cas, je leur donne pas mal de crédit à ces Hornets. Donc on a un joli mois de novembre, hein. Jusque là on est à 13-2, à égalité avec Dallas, mais on n'a pas le tiebreaker évidemment. Nuggets, Pelicans, Kings, Rockets, Suns, Jazz à suivre. On regardera ça un petit peu, l'évolution des forces en présence. Voilà, je m'arrête là pour les Spurs. On va passer maintenant au Miami Heat. Miami Heat qui est dans la continuité de ce qu'on a déjà vu, hein. Le 5 majeur, on l'avait juste avant en photo, avec toujours Winslow pour moi à la main, Hero, Butler, Isaac, Adebayo, mais il y a de la nouveauté. C'est le petit Scottie Pippen Jr. ainsi que le jeune, alors attention, le Golgoth fait 2m19, le jeune Stanley aussi. Voilà, je donne 12 minutes à mes 2 jeunes, ce qui demande de bouffer un peu des minutes sur Favors par exemple, qui est un petit peu vieillissant, sur Jones. Voilà, il faut partager, même sur Kendrick Nunn également. C'est une rotation de début de saison. Rien ne dit qu'on va rester en l'état, mais en tout cas, voilà, c'est ce dont j'avais envie pour l'instant. Donc attention à ces Nuggets. Et toujours, on a la présence quand même solide de Adebayo. Et ça, Adebayo, c'est tout simplement notre franchise player, hein. Faut pas se mentir. Le franchise player, c'est Adebayo. Il sait tout faire. Il dissuade, il score, il est même capable de rentrer quelques 3 points. Tiens, une petite image avec Scottie Pippen. Il pose des super écrans pour ensuite exploser vers le cercle. Il est même capable de dribbler. Il fait aussi plein de passes. Donc à partir de là, Adebayo, superstar du hit dans cette partie, c'est pas vraiment surprenant. J'avais fait un peu de mentorat là pour le petit Carlton Stanley, ce jeune pivot. Il a quand même 23 ans, ce qui veut dire qu'il a fait probablement ses 4 années d'université.
mais ou peut-être 3, mais en tout cas, donc c'est pas le type qu'on draft à 18-19 ans, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais il a quand même pour autant une bonne marge, et je pense qu'il sera capable d'amener quelque chose dans les années à venir derrière Adebayo. Ça peut être intéressant. Scottie Barnes, Bol Bol, Niko Jokic et Jamal Murray, voilà ce qui compose les Denver Nuggets. Plutôt intéressant. Il y avait Marial Shayok aussi, juste avant, pour déjà voir un petit peu cette équipe de Denver. C'est pour ça en fait que je propose des matchs comme ça en début de saison. C'est pas seulement pour les jouer, c'est pour prendre la température de la ligue. C'est parce que je trouve que c'est toujours intéressant dans le jeu. Les choses peuvent changer à l'été en fait. Elles peuvent changer. Bon, en l'occurrence, là, on voit que ces Nuggets version 2024-2025, ils ressemblent énormément aux Nuggets de l'année précédente. Mais quelque part, tant mieux, puisque ça veut dire du coup qu'ils sont en train de construire quelque chose. Et donc, voilà, intéressant de s'y confronter. Alors, il y a un fail par contre dans leur construction d'équipe. Le fail total, c'est TJ Leaf, vous savez, le joueur des Pacers. TJ Leaf, pour moi, c'est le maillon faible, et c'est vrai que je vais évidemment m'en amuser au fil du match, donc au poste 4. Hein. Ça veut dire qu'on a comme ça quelques libertés qui nous sont données par moment. On verra certains replis défensifs, hein, par exemple, qui sont assez calamiteux. Mais ce qui compense aussi largement la grosse faiblesse de Leaf, c'est quand on voit le comportement de Bol Bol. Bol Bol, il est incroyable, il est juste incroyable, à tel point que, ok, on a pris une avance en ce début de match, mais regardez, rendez-moi encore cette séquence. Voilà. C'est c'est Bol Bol. C'est Bol Bol sur NBA 2K. Si le mec ressemble à ça IRL, je vous fais pas un dessin. Je vous fais pas un dessin sur le mutant que ça va être. Après, autant on est dans le fantasme absolu et il ressemblera pas du tout à ça. En fait, on ne sait pas grand chose. Donc voilà, en ce moment, j'aime bien utiliser ces fixations au poste pour attendre ensuite qu'il y ait du mouvement derrière. Bam! Ça c'est Okpala. Okpala, une force émergente de ce Miami Heat. Je vous ai parlé du petit Stanley, j'ai parlé déjà depuis l'année précédente, je crois, du petit Pippen Junior que j'ai recruté, il devait avoir 70 de général, et qu'on a fait progresser en lui proposant un contrat de 4 ans. En gros, j'ai misé vraiment sur lui, puisqu'il avait été drafté, mais non, avec un contrat qui finalement lui avait pas été offert au deuxième tour. Ici, il y a un très très long alley-oop, un peu chanceux, pour Justice Winslow, signé Butler au niveau de la passe. Bon, on est sur un résultat qui traduit une maladresse quand même assez incroyable dans ce match-là. 35-28, c'est d'une faiblesse. Regardez la shooting chart des Nuggets. C'est juste invraisemblable. Alors c'est parce que je pense ne pas avoir été trop en réussite offensivement. Et puis par contre, c'est vrai que défensivement, ce Miami Heat, c'est une machine à tout détruire. Hein. Une machine à tout exploser en face, puisque on est très 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 fort sur le jeu intérieur notamment, mais avec des extérieurs qui défendent pas si mal. Ouais. C'est juste irrespirable. Confirmation ou pas du côté de Toronto, tiens, où on aperçoit qu'ils ont pris le coach des Bulls là, Boylen, pardon. Donc on voit Devonte Graham, Devin Booker, je vous en parlais juste avant. Ce petit Warwick est pas inintéressant. Rudy Gobert dans la raquette et un certain Jabari Parker pour compléter tout ça au poste 4. Alors Jabari Parker, on connaît, il a ses limites, mais en même temps, il a aussi talent offensif. Donc attention, il faut s'en méfier. Petit Warwick là qu'on a pas sauvé aussi. Regardez ici le petit cut ligne de fond de Jabari Parker qui nous avait surpris. Bref, Toronto est devant en ce début de match. Attention, c'est Thomas là, voilà, hop là, ça enquille du shoot. Hein. On n'est pas défensivement, on n'est pas dans notre assiette hein, en ce début de match. Heureusement Kendrick Nunn, voilà. Je suis content parce que j'ai toujours un banc qui vient pallier les déficiences de mon 5 majeur, offensif bien sûr, puisque défensivement ils déçoivent jamais, même si le score est pas exceptionnel là pour nous à ce stade du match, mais quand même, voilà, on est en train de prendre le contrôle. Toronto est à 17 points en fin
en fin de deuxième quart, ça va, les choses sont revenues dans l'ordre. Hein, on a de nouveau les standards habituels et on peut comme ça en plus dérouler quelques contre-attaques avec toujours les bonnes passes d'Adebayo. Et ouais, je disais juste avant, le relais toujours pris de manière très fiable par le banc. Il y a zéro problème lorsque mon 5 majeur a des petits problèmes. Ben écoutez, le banc fait le boulot. Regardez ici par exemple un petit écran, hop là, pour un très très joli panier de Kendrick Nunn qui décidément réussit un très joli match. Rudy Gobert est bien là, il fallait qu'il le signale par un dunk magnifique. Warwick en contre-attaque, on a l'habitude, mais ça changera pas grand chose. On a été un poil plus adroit dans ce match, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et bon, par contre, on n'a pas vraiment tremblé. Il manque peut-être quelque chose au poste 3 pour ces Raptors. Devin Booker, on l'a presque pas vu. Il a été assez maîtrisé, je dirais, en défense. Donc voilà, très gros boulot des extérieurs, rien à redire. Le match d'après est un test. Le match d'après, c'est un vrai test du côté des Lakers. Vous allez voir, les Lakers, c'est une très jolie équipe avec Oladipo qui a rejoint LeBron James. Ils ont gardé Kyle Kuzma et ils ont la draft de Evan Mobley qui est un pivot, mon dieu, très intéressant, a priori. Peut-être le poste 1, le moins fourni dans cette équipe-là. Je choisis mes défenseurs là par rapport à LeBron James et Victor Oladipo, bien évidemment. Et ouais, donc Jalen Brunson, c'est pas mal du tout, hein, mais c'est pas non plus, voilà, il est à 79. Quoi. Du coup, s'il y a peut-être une zone à exploiter, à part Kyle Kuzma aussi, hein, qui défensivement n'est pas le meilleur joueur de la Terre, s'il y a une zone à exploiter, c'est bel et bien le poste 1. Donc il va falloir essayer de jouer comme ça aussi sur les mismatchs. Le début de match est plutôt intéressant avec comme ça Justice qui vient conclure en contre-attaque. On est voilà sur un très bon début de match. Tyler Hero il est solide. Hein. Il prend des rebonds, il vient comme ça faire des choses utiles. Alors qu'on pourrait l'attendre surtout au scoring. Mais non. Et puis il va sortir du banc quelqu'un du côté des Lakers qui va changer un petit peu la phase du match. C'est Youssouf Nourkic. Alors ça va pas apparaître immédiatement puisque là on est sur une phase où on se détache un peu. Regardez encore une fois réussite au shoot extérieur. La grosse différence avec les deux matchs précédents en fait, c'est la réussite au shoot extérieur. Sur ce match-là, toujours la vigilance dans la raquette de Bam Adebayo. Et donc il y a un moment donné où Nourkic va nous faire beaucoup de mal. Alors, il va notamment nous faire du mal comment? Alors on voit ici la jolie passe encore une fois d'Adebayo. Nous faire du mal par sa capacité à gober des rebonds et à prendre de la place tout simplement, à poser des écrans, à remettre assez facilement les ballons dans le cercle, voilà, à l'image de cette action où il va se jouer assez facilement de notre rookie. Vous allez me dire, c'est pas Adebayo en défense, c'est sûr, mais il est quand même capable de fulgurance, le Youssouf. Donc heureusement, encore une fois, qui va sortir de sa boîte? Bah, le banc, par l'intermédiaire, on avait vu Nunn parfois, on va signaler ici Okpala. On peut aussi mentionner, voilà, sur ce shoot ici, à la Lamarcus Aldridge un petit peu, hein. Shoot de Derek Favors, ici c'est pareil, fixation poste bas, Okpala qui vient comme ça planter le plus 7 au moment où les Lakers auraient tendance en plus à revenir un peu dangereusement. Joli panier de Jalen Brunson. Très bien, Jimmy un petit peu en échec. Attention, Isaac aussi comme ça en échec sur quelques paniers, ce qui va permettre assez rapidement aux Lakers de recoller. Heureusement, il y a ce panier de Isaac ici qui s'est joué de Kyle Kuzma. Ici, LeBron James, on se demande comment il fait pour passer, mais c'est de la science-fiction, il a réussi à passer. Vous allez me dire que Jimmy Butler va... Eh ben non, il va pas clore ce match du tout, puisqu'il va y avoir un dernier ballon pour les Lakers. Dernier ballon qui va être exploité par Jalen Brunson et malheureusement pour les Lakers, Nurkic ne remettra pas dedans. Donc c'est intéressant parce qu'au final on a cru se détacher dans ce match, on a eu une bonne réussite à 3 points, et puis par contre le rebond a été complètement négligé, on s'est fait partouzer au rebond, et les qualités défensives étaient là, mais il nous a quand même manqué quelque chose. Je suis encore
encore en rodage en fait en ce début de saison avec mon hit. Faut que j'arrive à mieux jouer avec Scottie Pippen Jr. notamment, avec le jeune Stanley, voilà. J'arrive à faire un petit peu, je dirais les choses de manière un peu plus cohérente à suivre. On verra les Hornets tout de suite avec une jolie équipe, hein. Tout le monde est au-dessus de 80. Et celui qui est particulièrement à suivre, c'est très probablement le dénommé Jalen Green. Alors, si vous regardez mes vidéos de temps en temps, voire souvent, vous avez déjà entendu parler de ce type-là, Jalen Green, draft 2021. A priori, j'essaye de lui mettre Justice Winslow sur le dos, mais ça ne garantit pas grand-chose. Parce que Justice est un très bon défenseur, mais qu'est-ce qu'il peut faire face à des mutants, c'est ce qu'on va voir dans ce match-là. Donc Jalen Green, écoutez, le mieux c'est de regarder, hein. Le mieux c'est de regarder ce que ce gars-là va faire, alors qu'on voit que là, quand même la première action a été relativement à notre avantage. Regardez, hop, Jalen Green, première. Jalen Green, deuxième. Ah bah non, il y avait Adebayo. Jalen Green, deuxième. Voilà, ça, on y est. Et il maintient Charlotte un petit peu dans le match, alors que le début était pour nous. Là, il y a une très jolie action. Bam! Adebayo, il y a un autre shooter à une main qu'on aperçoit ici, c'est Damian Cunningham. Damian Cunningham qui a aussi ici le ballon, qui se fait contrer. C'est pas grave. Il va en tout cas permettre c'était Cody Zeller, non, ou Dante DiVincenzo, ils ont les deux en fait. J'ai pas reconnu. Encore un shoot à une main, c'est absolument affreux ces shoots à une main. C'est absolument immonde. Mais on défend le cercle. Et donc Damian Cunningham, il a beau shooter à une main, il a beau être dégueulasse esthétiquement, il est vraiment dangereux. Il est dangereux, il va pas falloir trop laisser faire. Markel Fultz a du souci à se faire. Et voilà, donc on continue sur nos valeurs, valeurs défensives. Voilà, ici Justice Winslow qui profite de la contre-attaque. On est toujours sur le même script, grosse défense, agressivité, physique, bref, le script du Miami Heat, avec ou sans adresse, ça dépend des matchs. Ici, regardez encore une fois Jalen Green dans ses œuvres, regardez, il est magnifique celui-là. Celui-là est magnifique. En fait, j'ai trouvé à qui il me fait penser. Ce mec-là me fait penser à ni plus ni moins que James Harden. C'est le même degré d'injouabilité par moment quand on est défenseur en fait. Regardez encore une fois, blam, il s'arrête, le pull-up. Donc ils ont une véritable pépite, les Hornets. Ils ont une espèce de petit joueur ultime là, offensif. Alors après, je pourrais même pas dire que c'est un mauvais défenseur, parce que je crois qu'il est au-delà de B, je crois qu'il a B+, ou quelque chose comme ça. Alors, hop là, encore dans ses œuvres, il fait passer Charlotte devant à ce stade-là. Heureusement, on a Casey Okpala, toujours là au bon moment, Okpala. C'est vraiment une constante. Sortie de banc d'Okpala est toujours hyper précieux. Stanley intéressant. Bon, en tout cas, voilà, ce Jalen Green, c'est juste exceptionnel. Et faudra voir un petit peu comment il évolue, mais ça me donne très envie pour d'autres parties, si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais très envie d'avoir ce type de talent du côté, par exemple, des Detroit Pistons, au hasard. Donc on verra bien ce qui peut se passer ici. Attention, alerte, bam. Là on est sur le poster de Derrick Jones Jr. bien sûr. Bah oui, on l'avait pas beaucoup vu encore dans cette vidéo, donc il fallait bien qu'on puisse lui donner un petit peu d'exposition. Ici pareil, contre-attaque, ça va être une remise très rapide de Okpala pour Derrick Jones qui va encore venir faire le spectacle. On est devant, mais regardez encore une fois, qui est-ce qui est venu dans un trou de souris? Jalen Green, encore une fois. Okpala en sauveur, encore une fois. Vous voyez, c'est assez terrible. Le petit pull-up de Jimmy qui est pas dedans. Ça va être une contre-attaque pour Charlotte. Markel Fultz qui porte la balle. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Markel Fultz? Il est défendu par Jimmy. Et que va-t-on faire sur la contre-attaque? On a le panier du match. Voilà, Jimmy. C'est comme sur le match précédent. Jimmy qui peut tuer le match, qui le fait pas. Derrière, en plus, on se prend la marée parce que Middleton
vient poser un lay-up super facilement. Bon, ça va se jouer au lancer tout ça. Alors évidemment au lancer, moi j'en vois souvent Justice Winslow. Des fois Tyler Hero aussi, hein, ou Jimmy Butler bien évidemment, mais je maîtrise assez bien la gestuelle de Winslow. Je dirais c'est normal, ça fait des années que je joue avec lui, normal. Et voilà, donc on va clore ce match, mais on a serré les fesses, hein. Et Jalen Green, c'est vraiment très très intéressant. Regardez, encore une fois, au milieu de super défenseurs, il va venir se créer un dernier chemin. Bon voilà, ça va le faire à la fin. On n'est pas super inquiet, mais quel joueur ce Jalen Green. Un nom à retenir, classe de draft 2021, le talent offensif à l'état pur. Et puis nous on est content aussi parce qu'on a pu enfin donner un petit peu d'espace à Derrick Jones. Pas toujours beaucoup de spots à lui proposer à lui, hein. C'est pas toujours évident pour le petit Jones Junior là, parce que je fais souvent jouer poste 3, poste 4. Bon, à voir. Cette saison n'est pas facile. À l'Est, mais même à l'Ouest, il y a comme ça des équipes donc, qui émergent et qui sont très intéressantes. Et si elles n'ont pas un très bon bilan à l'arrivée, on verra, parce que tout le monde ne peut pas être en playoff. Au moins, on peut dire un truc, c'est qu'elles opposent une vraie résistance, donc la saison est très intéressante. J'ai après simulé tout ça, hein, j'ai simulé pour arriver à un bilan de 13-3 pour Miami. 13-3, qui est un très bon bilan, hein. Vous voyez, le mois de novembre, il est plutôt honorable. Et par contre, ouais, j'étais surpris de voir que les Knicks n'ont pas trop suivi. Quelles sont les forces? Les Nets, normal, il y a encore KD et Irving. Les Hawks, on n'est pas surpris vu ce qu'on a vu avant. Les Raptors, ça me surprend pas des masses non plus. Bon, à suivre donc la situation à l'Est. Et maintenant, je vais vous proposer quelques petites images de San Diego. Et évidemment, San Diego est le fameux Obi Toppin, ainsi que Theo Maledon, qui on voit ici décale par exemple Nico Vucevic pour un panier près du cercle. Voilà, bon, c'était quitté sur 2 victoires à l'épisode précédent. Il y a une réception intéressante, celle de Denver. Denver qu'on a vu un petit peu précédemment dans cet épisode, qui avait donné un peu de fil à retordre. Je crois que c'était à Miami. Et voilà, c'est intéressant de voir à l'œuvre nos petits jeunes, notre petite équipe sans prétention, autour de Taco Fall. Taco Fall, joueur mascotte, hein, joueur très intéressant. Vous allez voir qu'il est pas que intéressant, il est aussi très fort. On va voir, il a bien progressé en fait. Ça, c'est ici une jolie pénétration pour déposer la balle, signé Toppin. On a du rebond, on a donc de la contre-attaque, on a du mouvement en attaque, à l'image ici de Malik Beasley qui vient comme ça très bien se démarquer pour en sortie d'écran. On a aussi de la défense, voilà, j'ai nommé le petit Fred Red, et évidemment il est sympa ce petit Fred. Ça contre un peu dans tous les sens, ça contre-attaque plutôt de manière sympathique, bref, ça continue à être très sympa. Manette en main, parce que en simulation, on sait pas encore. C'est que le 3e match de l'année. Alors, manette en main, c'est vraiment que du bonheur. Début de match à sens unique, où les Nuggets, que pourtant j'ai identifié comme une équipe potentiellement en playoff, mais vraiment et de qualité quoi. Les Nuggets n'arrivent pas à résister à la fois à la présence de Taco Fall. Ils n'arrivent pas non plus à lutter contre nos shooters externes. Donc voilà, on a vu aussi juste avant une pénétration de Toppin sur laquelle ils n'avaient rien à faire. Petit jeu en première intention ici pour Theo Maledon et une adresse qui est à limite de... C'est la moquerie quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de leur mettre comme ça 20 points en une mi-temps et des contres par-ci, des trucs par-là, bref. Donc Taco Fall va faire un match immense. On doute bien que les Nuggets à un moment donné vont bien reprendre un petit peu le truc, hein, mais voilà, là c'est Derrick White qui vient comme ça poser son shoot. Il se trouve qu'en plus ils n'ont pas une adresse de malade du côté de Denver. Et nous par contre sur contre-attaque, blam, ça c'est TJ Leaf qui coûte extrêmement cher sur ce repli défensif, ce non-repli défensif plutôt d'ailleurs, puisque ben voilà, regardez ici aussi c'est pareil, voilà, Toppin, il est tout seul pour déposer en contre-attaque. C'est à pleurer. Franchement, c'est à pleurer du côté des Nuggets.
et bon, ça va faire vraiment une bonne petite fessée là, avec 15 points d'écart, et encore, je vais rentrer remplaçant à la fin, une fois que les statistiques du 5 majeur étaient plus ou moins assurées. Donc voilà, énorme perf, manette en main. Là encore, j'insiste parce que, regardez Taco Fall, 15-24 et 7 contre. C'est juste immense en fait. C'est juste immense. Donc très bien. Ne le prenons pas non plus pour argent acquis. Regardez, il va y avoir surtout des blessures assez rapidement. Ça a commencé avec Malik Beasley qui, bon, voilà, je préfère pas prendre de risques, douleur au dos, etc. Machin en début de saison, c'est pas la peine de le brûler. Donc, à la limite, j'ai des solutions. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Par contre, là où j'ai moins de solutions, c'est quand ça se pète à l'intérieur. Parce que Vucevic, j'en ai quand même besoin pour avoir une équipe performante. À partir du moment où Vucevic n'est plus là, je suis obligé de bricoler un petit peu, je donne plus de minutes à Green, je fatigue un peu Taco Fall. Taco Fall ne peut pas jouer très longtemps. Et vous voyez, l'impact, il est assez négatif, puisqu'on va se retrouver à 4 victoires pour 9 défaites dès le 22 novembre. C'est-à-dire que le ton est plus ou moins donné, en fait. Le ton de la saison, il est donné. C'est un peu ce qu'on attendait quand même. Je vous avoue, j'ai pas non plus bâti une équipe pour aller en playoff. Ça aurait été complètement débile, parce que c'est une équipe d'expansion. On va pas non plus tout de suite avoir du succès. Donc l'épisode s'arrête là. L'épisode s'arrête donc à 13-2 pour les Spurs, 13-3 pour le Heat, 4-9 pour San Diego, et voilà. Donc la suite sera intéressante, surtout qu'il y a du développement finalement de certains joueurs à assurer, il y a une stratégie à poursuivre du côté des Spurs et du Heat, et comme ça aussi, une stratégie, mais là par contre, qui part de beaucoup plus loin, pour San Diego Surf. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ces aventures-là. Bye bye.